Nous allons amorcer la toute dernière partie de cette émission consacrée à l'élection présidentielle qui s'est déroulée aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis le 20h. GMT, vous avez suivi pas mal d'invités qui sont succédés sur ce plateau. Les tout derniers sont déjà avec nous. Marie-Angèle, qui sont ceux qui nous ont rejoints tout de suite? Nous ont rejoint notamment le représentant du candidat Alassane Ouattara, Patrick Hachi, soyez le bienvenu. Nous avons également sur ce plateau Madame Salimata Porquet-Sanogo. Vous êtes présidente de l'Institut Gorée et d'un réseau d'observation aussi de l'élection présidentielle. Bienvenue. Merci. Nous avons également Alafé Ouakili, qui est directeur de l'intelligence d'Abidjan, qui nous a rejoint sur son plateau. Et nous sommes toujours avec Landry Akpa, qui est le représentant du candidat Pascal Afing-Guessan. Nous devons quand même remercier nos chers téléspectateurs dont les messages affluent sur ce plateau. On en a fait l'étude de quelques-uns. Mais vous pouvez toujours continuer par nous écrire, Marie-Angèle, quelle est l'adresse? L'adresse, toujours la même, civ2015@africa24tv.com, civ2015@africa24tv.com. Alors, madame, dites-nous, quels sont les enseignements principaux que vous tirez de ce scrutin aujourd'hui? Je voudrais d'abord rectifier ce que vient de dire Marie-Angèle. Je ne suis pas la présidente de l'Institut Gorée, mais la présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO et également membre de la plateforme des femmes et des jeunes pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, soutenue par les Nations Unies et également par l'Institut Gorée, qui est notre partenaire technique. Et donc, cette plateforme regroupe 6 associations. Le réseau des femmes parlement et des femmes juristes, le réseau des étudiants en sociologie et le parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano et des jeunes leaders pour l'intégrité. Donc, ce que je voudrais rapporter en ce qui concerne les élections de ce jour, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Les élections se sont très bien déroulées parce que nous avons mis en place une chambre de veille qui est installée à l'espace Even. Et cette chambre sert à faire des remontées. Nous avons lancé des observateurs sur les territoires. Vous avez constaté des choses particulières? Oui, pas grand-chose. En fait, il y a eu quelques dysfonctionnements, comme tout le monde le sait, en ce qui concerne l'utilisation de la plaquette et également les bureaux de vote qui n'ont pas ouvert assez tôt. Vous voulez dire peut-être? Oui, les tablettes, je dis bien, oui. Et donc, les bureaux qui n'ont pas ouvert assez tôt, le matériel, des fois, qui est arrivé un peu tard. Mais nos observateurs nous ont tout de suite informés de la situation. Nous avons transmis cela à notre chambre technique et la chambre technique qui a rapporté cela à la chambre d'analyse et la chambre de décision, qui est la chambre qui observe, fait l'analyse et essaye d'éviter les dysfonctionnements en prenant contact avec les commissaires qui sont dans les différents lieux signalés pour vraiment corriger ces dysfonctionnements. J'avoue que tout s'est très bien passé. À partir de 11 heures, tous les dysfonctionnements étaient pratiquement corrigés. Alors donc, c'est vous dire que la psychose qui avait été créée auprès des Ivoiriens, vraiment, nous ne l'avons pas vue, nous ne l'avons pas connue, parce que d'abord, avant que nous en arrivions aux élections, il ne faut pas attendre les élections. Il faut d'abord faire la sensibilisation. Nous avons donc fait la sensibilisation préélectorale et même pendant les élections, nous avons continué à faire la sensibilisation pour expliquer aux Ivoiriens que tout allait très bien se passer parce qu'il faudrait qu'ils considèrent que le vote est cyclique. Chaque 5 ans, tout le monde sait qu'on doit aller à des élections. Donc, c'est ce que vous avez retenu d'essentiel, en tout cas. Ben, oui, c'est ce que j'ai retenu d'essentiel et nous en sommes très satisfaits. Merci. On va demander justement Patrick Hachi. Alors, dites-nous ce que vous pouvez et ce que vous avez surtout retenu de spécifique à cette journée de vote. Je crois que ce que j'ai retenu d'essentiel, et je crois qu'un certain nombre d'interlocuteurs avant moi sont revenus dessus, c'est les élections apaisées. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, sur le continent en particulier, dès qu'on parle d'élections, il y a une hantise, même ici d'ailleurs, quelques semaines avant, des gens voulaient faire croire à une élection qui serait entourée de beaucoup de désagréments. Le spectre de la crise post-électorale passée il y a 5 ans était encore là. Mais je crois qu'il n'en est rien. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Tous les partis ont pu faire campagne où ils le voulaient. Les élections ont pu bien se passer. Je pense que c'est vraiment la leçon principale que je retiens de ces élections.
À l'affaire Wakili, vous n'êtes pas un acteur partisan, mais vous avez quand même sillonné certains de nos bureaux de vote. Au soir de cette journée, quel enseignement vous tirez aujourd'hui que les Ivoiriens ont définitivement tourné dos à la violence, qu'ils sont résolument engagés dans la réconciliation? Oui, un peu. D'autant plus que dans l'attente du taux de participation, on peut signaler qu'il n'y a pas eu violence. Tout le monde parle d'un scrutin sécurisé. Sécurisé, non violent aussi, parce que même le camp du boycott n'a pas usé de violence. Le boycott ne fut pas physique, ils ne sont pas allés empêcher les autres qui voulaient aller au vote de participer au vote. Donc il faut le signaler. S'il y a eu des pressions, des menaces et des tensions, c'est d'ordre psychologique, c'est dans la parole, mais dans l'action. Même ceux qui prenaient le boycott n'ont pas manifesté, ils n'ont pas barré des routes, ils n'ont pas mis de barricades, ils n'ont pas manifesté. Et puis, bon, le vote s'est déroulé tranquillement. On nous a néanmoins signalé des tentatives de sabotage, de perturbation de l'acheminement du matériel électoral dans certaines zones à Port-Boué ou ailleurs, dans certains endroits où ils ont tenté peut-être de faire des menaces directes ou des cambriolages sur le matériel électoral. En dehors de cela, ils n'ont pas entrepris d'action particulière pour empêcher le vote, et ça aussi, il faut le souligner. Monsieur Akpa, est-ce que le calme observé n'est pas justement aussi, d'une certaine manière, lié au dispositif sécuritaire qui a été déployé pour cette journée de vote à l'intérieur même du pays, police nationale, gendarmerie, même forces armées? Oh, on peut l'expliquer ainsi, mais vous savez, on a injustement redouté une crise préélectorale. Certains même pensent qu'il peut y avoir une crise post-électorale, mais les Ivoiriens ont démontré qu'ils ont été assez traumatisés en 2010 et 2011 et qu'il faut maintenant tourner la page. Et ce qui est le plus important justement par rapport à ces élections, et ce que nous avons voulu démontrer à la face de la nation, c'est que ce n'est pas de chercher à avoir confiance en tel ou tel qui organise les élections, mais plutôt le respect de la loi. Il faut accorder la présomption de bonne foi aux uns et aux autres. Sinon, si on cherche à avoir confiance à quelqu'un, on risque de ne jamais aller aux élections. Mais ce qui doit prévaloir, c'est de respecter la loi, respecter la procédure, dans le fond, dans la forme, jusqu'à aboutir à ce que la loi prévoit par rapport au processus électoral. Et ça, véritablement, nous y sommes très attachés. En Côte d'Ivoire, s'il y a un parti politique qui est très coutumier du respect de la loi, c'est bien évidemment le FPI. Vous vous rappelez, en 2000, le premier acte que le président Laurent Gbagbo fait lorsqu'il accède au pouvoir, c'est de démissionner de la présidence du FPI, conformément à la constitution ivoirienne. Ce qui n'a pas été le cas sur le mandat de son successeur, le président Alassane Ouattara, qui s'est maintenu à la présidence du RDR en violation flagrante de la constitution et qui est également président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut que ça change. Ça, c'est très important pour nous. Et nous le disons, si on se permet de fouler au pied la Constitution comme ça, il est clair que les autres lois qui sont d'une valeur inférieure seraient également foulées, que les décisions de justice vont être foulées et que la réconciliation ne sera pas possible. Nous pensons aujourd'hui, comme le dit toujours le président Afinguessan, qu'il faut tourner la page, il faut regarder l'avenir et puis il faut faire la politique. Et comme nous sommes un parti qui est engagé dans l'accession au pouvoir, nous nous donnons les moyens et les chances de mobiliser les Ivoiriens pour que ce changement tant espéré et attendu puisse advenir. Et nous restons encore confiants. Tout ne s'est pas totalement bien passé comme on tente de le faire croire. Il y a eu énormément d'irrégularités. Je prends l'exemple de la tablette dont on parle, qui a été l'innovation annoncée pour éviter les impairs de 2010, le bourrage d'une, le vote des morts. On a constaté tous qu'à la mi-journée, la tablette a été défaillante en plusieurs lieux. Mais on n'est pas alarmiste. On fait toujours confiance aux uns et aux autres. On espère que les tests seront appliqués jusqu'au bout et que pour une fois, on démontrera notre sens de responsabilité pour sauver la vie des Ivoiriens parce qu'on a trop souffert dans ce pays. Monsieur Patrick-Kachi, la réconciliation a été le mot qui est de manière récurrente, ça a été utilisé. Mais au nom de cette même réconciliation, certains estiment qu'on n'a pas posé les bonnes bases, on n'a pas pris les bons repères. Certains ont dit même par rapport à cela, il vaut mieux ne pas aller voter. Mais pour le futur président de la République, que faut-il faire? Continuer sur la même dynamique comme ce que vous avez fait ou bien il faut changer son fusil d'épaule? D'abord, quels sont les critères sur lesquels vous vous fondez pour dire que la réconciliation telle que prônée par le président et les actes qui ont été subséquemment posés au cours des 3 dernières années n'ont eu aucun effet? Je n'ai jamais dit que ça n'a eu aucun effet, mais j'ai dit lors de la campagne électorale, pas mal d'acteurs ont dit oui, on veut aller aux élections, mais on veut aller aux élections pendant qu'on a fini de se réconcilier. Maintenant, c'est quand les acteurs continuent par prôner cela en disant ah non, on n'est pas encore réconcilié, on n'est pas encore. Est-ce qu'il faut changer les repères ou bien s'il faut continuer sur les mêmes
lancé? Moi, je pense que justement, ces élections-là étaient un élément pour tester sur le terrain la réalité du processus de réconciliation. Parce que les acteurs sont des acteurs politiques, chacun voulant défendre, je dirais, sa chapelle, je dirais, défend un certain nombre de thèses. Maintenant, ces élections-là étaient véritablement un test pilote pour savoir est-ce que oui ou non il y a réconciliation, parce que s'il n'y a pas de réconciliation, je dirais, il y a justement un problème de blocage, les gens n'y vont pas, ou alors on a effectivement sur le résultat des votes une sanction majeure, je dirais, pour le chef de l'État, avec des scores. Va se passer, vous pensez? Non, je ne pense pas. Je pense que véritablement, même moi je viens d'une des régions qui est la plus dure. Je dirais que cette région a été dernière pour le président Alassane Ouattara lors des dernières élections. Le RHDP, qui le représentait au deuxième tour, a eu 11,73%. C'est le score le plus bas de toute la Côte d'Ivoire. Donc déjà, ma région est le test pilote de l'apaisement, est le test pilote de la réconciliation. Oui, mais être calme ne signifie pas forcément être réconcilié. Non, mais est-ce que son score a pu augmenter? Est-ce qu'il a toujours 11%? Bon, déjà là, vous n'avez pas répondu à ma question. Je dis, le prochain président de la République, doit-il continuer sur la même lancée comme ce que vous avez fait, ou bien doit-il changer son fusil d'épaule? Je pose la question. Je crois que changer son fusil d'épaule est trop dire, mais quand on met en place un processus de réconciliation, périodiquement, on évalue ce processus. On regarde en quoi, oui ou non, il a marché. Certainement, ces élections vont également donner leurs enseignements. Et par rapport à ça, on va s'asseoir autour d'une table et voir quels sont éventuellement les aménagements à faire. Mais je ne vois pas un changement drastique par rapport à ce qu'il a fait. Mais je pense qu'ici et là, il est évident qu'aucune mesure, aucune attitude qui a été prise vis-à-vis de ce processus de réconciliation n'est parfaite. Donc on va ici et là voir que peut-être il y a eu des défaillances et je pense qu'on va le corriger. Mais je ne vois pas quelque chose de fondamentalement différent. Madame Porquet-Sanogo, est-ce que la réconciliation nationale, selon vous, en Côte d'Ivoire, est à un stade avancé, qui pourrait permettre notamment de poursuivre la dynamique de croissance observée depuis 2012? Merci bien. Vous savez, moi, je m'occupe de paix et de sécurité. Donc, notre rôle, c'est de nous occuper de la réconciliation. C'est vrai que la réconciliation a été amorcée, mais il faudrait que l'on sache que la réconciliation est une œuvre de longue haleine. Prenons le cas du Rwanda. Depuis qu'il y a eu la crise au Rwanda, chaque année, il y a le feu de la paix qui se fait au Rwanda et rassemble autour d'un feu tous les enfants afin qu'ils continuent de se réconcilier. Donc la réconciliation est une œuvre de longue haleine. Il y a eu la CDVR qui a fait un travail, mais c'était un travail d'enquête. Il y a eu beaucoup de confusion, mais la réconciliation après l'enquête doit maintenant se faire. Et je crois que c'est ce qui a été confié à la cohésion sociale et à la société civile elle-même. Il faudrait que, c'est ce que nous disons toujours, il faudrait que la société civile soit fortement impliqués dans cette réconciliation. Nous essayons de faire la sensibilisation. Nous sommes allés dans le Cavali. Aujourd'hui, si vous allez dans le Cavali, les femmes du Cavali sont des femmes réconciliées. Parce qu'il y a un langage qu'il faut adopter pour pouvoir parler à ces personnes-là. Nous sommes dans le Go et nous allons aller dans l'Odjibois. Il y a du travail à faire. Il ne faut pas dire qu'elle est totale. Elle est amorcée, mais il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, le président qui sera élu, nous ne savons pas lequel c'est, il faudrait qu'on revoie le mode de réconciliation, l'améliorer, associer la société civile, particulièrement les femmes. Parce qu'il faut associer les femmes. En cas de crise, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les politiques qu'on envoie sur le terrain pour dire qu'il faut parler de réconciliation. La réconciliation ne peut se faire qu'à partir des femmes et de la société civile pour qu'elle soit effective. Monsieur Alafa Wakili, quand on fait l'inventaire quand même des défis qui attendent le prochain président, on cite bien entendu la réconciliation, on parle d'éducation, de santé, du défi infrastructurel, beaucoup de choses. Mais il faut choisir les priorités. Selon vous, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est tellement de poursuivre dans les infrastructures, mais c'est important, comme vous le dites, la question de la réconciliation, parce qu'elle est à la base de la paix, elle est à la base de la paix sociale. Cela signifie que le prochain président, il doit rapidement entamer le dialogue politique. Il doit poursuivre le dialogue politique, le reprendre, pour que les positions radicales, les uns et les autres, puissent en sortir. Mais j'insiste sur la réconciliation, en même temps disant que la réconciliation doit être basée sur la lutte contre l'impunité. Voyez-vous, nous avons toujours essayé des modèles de réconciliation ici qui consistaient à pardonner tout,
à aller dans le sens de l'amnistie. On nous donne un modèle, celui que le président Laurent Gbagbo aurait incarné, mais ça ne nous a pas mis à l'abri. C'est-à-dire il a pardonné, il a fait des amnisties. Mais c'est parce que c'est peut-être une bonne chose socialement, mais historiquement c'est dangereux. Parce qu'une impunité consacrée par l'amnistie, une fois, deux fois, trois fois, crée des violences nouvelles et appelle de nouvelles violences parce que ceux qui commettront ces nouvelles violences vont encore espérer une amnistie. Il faut sortir de ce schéma de réconciliation et aller à l'impunité radicale, quels que soient ceux qui auraient commis les exactions. Tant qu'on n'entre pas dans ce schéma, nous allons pardonner aujourd'hui parce qu'il y a eu 3000 morts, mais demain on aura 10 000 morts. C'est ce qu'il faut fondamentalement mettre à l'esprit en insistant sur une justice pour tous, oui, et dire non à une justice pour un seul camp. Là, on peut faire une vraie réconciliation. Mais si nous voulons entrer dans le pardon habituel que nous avons essayé depuis tout le temps, nous n'en sortirons jamais, car chacun voudra faire sa part de mal en espérant qu'il sera pardonné, il aura l'absolution comme les autres aussi ont eu avant lui. Patrick Hachi, la réconciliation nationale doit-elle, pour finir, s'articuler autour de cette notion de justice? Oui, je crois que le chef de l'État... Pour tous oui, je pense que le président Alassane Ouattara, dans le cadre de son premier mandat, a cherché à optimiser. Vous savez, c'est toujours la saine appréciation des réalités du moment. Il faut bien prendre les circonstances dans lesquelles on est sorti de cette crise. En 3 ans, très honnêtement, est arrivé à obtenir ces résultats économiques qui n'auraient pas pu être obtenus sans un environnement apaisé et de sécurité, prouve que des choses importantes ont été faites pour pouvoir effectivement le conduire à ça. Bon. Maintenant, il est évident que, je dirais, il faut poursuivre le processus de réconciliation qui est en cours. Parce que, comme je suis d'accord avec Alafé, pour dire que la paix et la stabilité ont toujours été les déterminants d'un environnement économique qui permettent effectivement à la Côte d'Ivoire de se développer. Donc, il faut poursuivre dans le domaine de la croissance. Il faut, je dirais, adapter à la réalité du moment. On discute avec un certain nombre d'acteurs et je pense que la plupart des gens s'accordent à reconnaître que des efforts ont été faits et ce sont ces efforts qui ont permis d'aboutir à ces élections apaisées. Tout n'est pas fini. On n'en est qu'à 3 ans. Elle disait tout à l'heure, dans des pays, ça a pris 10 ans, 15 ans, il faut être réaliste. Ce n'est pas en 2-3 ans que tout, comme par miracle, va être réglé et qu'il n'y a plus aucune frustration. Je pense que c'est un processus continu, je me résumerai à ça, mais c'est un des objectifs majeurs parce qu'on est conscient que sans paix et sans stabilité, il n'y a pas d'investissement direct étranger, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'amélioration du niveau social des populations. Chers téléspectateurs, je vous l'avais dit en début d'émission, cette émission réserve beaucoup de surprises et il y aura d'autres invités qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Mais avant, on va permettre à ceux qui sont ici de partir, de prendre congé de nous. On marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Ne partez surtout pas.